Roman Samblanca, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions du MCV. Alors, ici, dans le cinéma Cinénacre d'Ouvres-la-Délivrande, où a été donc présenté votre film La Morsure, un film qui sortira d'ailleurs dans les salles le 15 mai prochain, c'est ça ? C'est ça. Alors, tout d'abord, comment avez-vous eu l'idée de ce film ? Déjà, j'ai voulu faire un film sur l'adolescence. L'idée de départ, c'était 2 adolescents qui sont déguisés dans une fête de carnaval et qui, grâce à leur déguisement, peuvent révéler à l'autre celui qu'ils voudraient être et se rencontrer par ce biais. Et à partir de là, j'ai écrit cette histoire d'une adolescente qui est persuadée qu'elle va vivre sa dernière nuit et qui va tout faire pour avoir l'expérience qu'elle n'a pas pu acquérir jusque-là. Alors, votre film, je sais que j'ai lu que vous aviez déjà fait un court-métrage sur l'adolescence en 2014, je crois. Oui, c'est ça. Il a été tourné en 2012, mais qui s'appelle Pin-Ups, et qui était effectivement déjà un film sur l'adolescence et qui se passait à la fin des années 70. Donc, il y avait aussi cette idée d'époque et de temps resserré, puisque ça se passait pendant une après-midi. Et vous aviez déjà eu l'idée pour La Morsure ou ça arrivé après ou... Non, pas encore. C'est arrivé après. Mais j'ai voulu continuer à traiter cette période. Et j'avais envie de la traiter d'une manière un peu troublée, un peu inquiète, avec une atmosphère comme ça de fin du monde qui collait aussi bien à l'époque que j'avais envie de traiter, c'est-à-dire à la fin des années 60. Oui, alors dans votre film, on ressent déjà dès le début de votre film une ambiance qui rappelle beaucoup les films de Dario Argento, également Romero, ou même là, on ressent même... moi, j'ai ressenti un petit peu le côté nouvelle vague également. C'était un hasard ou c'était vraiment ce que vous vouliez retranscrire dans l'image ? Non, c'était exactement ça l'idée, c'était d'être un peu au croisement de plusieurs types de cinéma qui me plaisent. Donc d'abord un cinéma d'horreur ou de l'imaginaire, un cinéma fantastique. Donc Argento par exemple, c'était une référence. Et en même temps d'avoir cet aspect nouvelle vague aussi qui donne plus de place aux sentiments des personnages et aux comédiens. Et donc j'avais envie qu'on puisse retrouver ces 2 aspects et être aussi dans une recherche plastique qui pouvait nous reconvoquer les films de cette époque, des années 60 ou 70. Les gens d'ici pensent pas qu'autre chose est possible, mais ça veut pas dire que ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il faut faire un maximum de bruit, pour que les dieux nous entendent. Dans le sens des aiguilles d'une montre si je vis, dans le sens inverse si je meurs. Alors, vous avez tourné également dans la région. Quelles sont les séquences que vous avez tournées dans la région ? Alors, moi, je pensais à La Chapelle, mais je n'étais pas sûr du tout. Non, on a tourné quasiment la moitié du film, même peut-être plus de la moitié du film ici, juste à côté, dans un petit village qui s'appelle Mathieu. Et on a tourné toute la fête, en fait, qui est le cœur du film. Et donc dans un château qui est à quelques minutes d'ici. Et après, aussi des petits morceaux de forêt ou des choses comme ça. Et ce manoir, c'est cette ambiance à moitié gothique. C'est ce qui vous inspire également pour retranscrire tout ça dans votre film. Oui, j'avais aussi comme référence toute une littérature ou un cinéma gothique aussi, et où je me suis inspiré de ces formes-là et aussi de ces thématiques avec la thématique fantastique, le mélange des genres, le mysticisme aussi qui est assez prononcé dans le film, et avec comme ça la trajectoire d'une adolescente qui côtoie la mort et qui va On va pas dévoiler. Mais d'où cet éclairage sur les acteurs à des moments pour vraiment faire créer ce fantastique en fait qui va arriver, parce que à la base c'est
c'est un film sur cette adolescence, le passage de l'adolescence à l'âge adulte, hein, mais il y a ce côté fantastique parce qu'effectivement, il y a cette ces questions qu'elle se pose. Est-ce que effectivement, elle va passer cette nuit, puisque ça se passe en 1967, je crois, le mercredi des cendres. Et donc la veille, mardi gras, c'est un peu la journée de tous les excès quelque part. Et se retrouver après dans cette fête, c'était un peu la symbolique que vous vouliez évoquer. C'est ça, j'avais envie de parler du bouleversement que peut être l'adolescence et la naissance du désir, ou beaucoup de questionnements comme ça qui peuvent arriver à cet âge. Et donc la part fantastique du film correspond aussi à la perception du personnage principal, qui est une perception troublée et inquiète. Et effectivement, il y a ce mardi gras qui pour moi, dans le film, est symbolique du chaos de l'adolescence et de ce moment où on a envie de plus de liberté et de se révolter contre l'autorité. Et il y a de ça dans le carnaval, c'est un renversement des hiérarchies, c'est aussi on annonce aussi l'arrivée du printemps, donc il y a comme ça quelque chose de révolutionnaire dans le carnaval qui correspondait bien à ce que j'avais envie de montrer de l'adolescence. Alors, vous parliez de votre personnage principal. Alors, le casting, ça s'est fait comment? Ça s'est fait à l'écriture ou c'est après? Alors, ça s'est fait... alors, à l'écriture, j'avais des personnages en tête. Et donc, après, le casting a consisté à essayer de retrouver quelque chose de ces personnages. Et en même temps, j'avais envie d'accueillir toutes les caractéristiques des comédiens que je pourrais rencontrer et de faire évoluer aussi les personnages avec eux. Et ça s'est fait assez classiquement par des castings. Après, le film a mis longtemps à se développer, enfin à se financer. Donc, on a fait plusieurs étapes de casting. Donc, j'ai vu beaucoup de gens et au final, Léonie, qui incarne le personnage principal, est arrivée à la fin et était plutôt, était l'évidence elle était très proche de ce que j'imaginais au début. Oui, parce que on a lu qu'il y avait aussi une présentation de Lily Rose Depp. C'était vrai, Oui, d'accord. Comme le film a été long à se développer, il est passé par différentes étapes et le casting a du coup été long, et à un moment Lily Rose devait faire le film, et finalement pour des raisons de planning, puisque le film a été repoussé, ça n'a pas pu se faire, et donc on est reparti en casting, et c'est à partir de là que j'ai pu trouver le casting final du film. Léonie est incroyable, hein. Elle arrive incroyablement à faire ressentir ce mal-être, cette recherche d'identité, et avec en plus de ça le maquillage appuyé, le passage à l'âge adulte de Françoise. Vous aviez écrit toute cette transformation ou lui avez laissé libre cours à l'improvisation? C'était un peu les deux. À la fois, c'était l'objectif du film d'essayer de capter une transformation à l'œuvre. Et je trouve que Léonie incarne parfaitement ça, parce qu'elle a quelque chose de très mouvant, de très changeant. Elle passe par, je trouve, divers âges tout au long du film. Et je trouve ça assez beau à observer. Et en même temps, forcément, voilà, il y a des choses qui viennent d'elle, qui tiennent à ses singularités, à son caractère, et qu'elle a transmis au personnage. Alors, vous me confirmez que votre film, en fait, est un portrait féroce et fascinant de deux jeunes filles qui défient les conventions de leur époque. Est-ce que c'est à peu près ce que... Ça me convient, oui. Alors, on a parlé donc tout à l'heure de l'univers gothique, mais est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que le film oscille continuellement entre le fantastique et l'onirisme? Oui, c'est un film qui avance un peu comme un rêve éveillé, donc il y a cette part onirique qui est très forte. Et je cherchais pas un fantastique vraiment concret, mais plus qui se déploie dans une atmosphère et où on puisse avancer comme ça, comme une nuit un peu sans fin. Et donc, effectivement, c'est plutôt cette part onirique qui importe. Ouais. Alors oui, je voulais reparler du personnage de Christophe, parce que c'est vrai qu'à un moment, dans cette soirée,
on va voir quelqu'un déguisé en vampire. Je trouve que c'était, voilà, je pense sans doute un souhait de votre part de nous démontrer que François donc a en fait l'impression d'arriver au terme de sa vie, aimerait donc se laisser porter par Christophe et donc dans l'idéal donc devenir comme lui et être condamné à vivre dans le corps d'un enfant. Vous vouliez parce que votre film c'est La Morsure, il y a une séquence où est-ce que elle retrouve son cou un peu ensanglanté. On imagine quand il se rapproche d'elle qu'il va y avoir cette morsure. Est-ce que pour vous c'était plutôt une métaphore ou est-ce que vous vouliez montrer aussi le côté vampiriste dans votre film? Alors déjà, je pense que c'est plutôt Françoise qui porte Christophe et Oui. mais oui, ce qui m'intéressait surtout dans le vampire, c'était, comme vous dites, cette fixité du corps ou qui me paraissait intéressante par rapport aux adolescents où le personnage de Christophe peut avoir cette impression que rien ne bouge, qu'il est dans un temps éternel et en même temps il est mal à l'aise avec son propre corps et donc il se pense condamné à vivre avec ce corps qui lui plaît pas forcément. Donc ça ça c'est quelque chose qui me touchait beaucoup. Et après j'avais envie de jouer avec les codes du vampire et qui est une figure qui m'intéresse beaucoup et en même temps que j'avais envie aussi de prendre un peu à revers ou de détourner légèrement, puisque là c'est plutôt du coup l'adolescente qui est maîtresse des choses et en même temps il y avait ce côté symbolique effectivement de la morsure qui a valeur d'acte sexuel dans l'imagerie du vampire. Il y a quelque chose des désirs et de la peur que ces désirs peuvent amener et c'était un peu l'enjeu du film. Alors moi je trouve que Maxime Roard en vampire est très très convaincant. Vous ne vouliez pas donc lui allouer une capacité surnaturelle particulière, on le voit bien. Et donc le choix de Christophe, ce personnage, ça s'est fait instinctivement quand vous avez fait pour C'était un personnage qui était pas facile à incarner, je trouve. Et Maxime, c'est peut-être la personne qu'on a vu le plus longtemps pendant le développement du film, parce qu'à chaque fois qu'on reprenait des castings, on le revoyait et pour voir si il avait pas trop grandi, comment il se transformait. Mais c'était plutôt une évidence parce que il avait compris tout de suite le personnage et dès qu'il a mis la cape, en fait, c'était un vampire et il avait envie de jouer avec ce costume et avec le fait de vouloir vraiment croire qu'il est un vampire et donc ça marche très bien. Alors, dans votre film, on a l'ambiance des 60s sans problème, quoi. Vous avez une musique, il y a des morceaux. Alors, moi, sur le coup, j'ai pas connu les tubes de l'époque. En tout cas, toute l'ambiance est bien retranscrite, que ce soit au niveau de la photo, le grain de la photo, etc. Vous avez tourné avec un matériel plutôt ancien ou en tout cas non. En tout cas, c'est une époque qui moi me plaît beaucoup, qui m'obsède un peu. Donc ça me tenait à cœur de la retranscrire d'une manière qui est fantasmée, mais avec une justesse quand même. Et effectivement, pour l'image ou la forme du film, on voulait reconvoquer une grammaire du cinéma de cette époque et aussi un aspect d'image qui ressemble au travail de l'époque et des motifs et du grain et de la texture de l'époque. Et donc on a beaucoup travaillé avec le chef opérateur et l'étalonneur à essayer d'émuler cette pellicule de l'époque, surtout sur le rendu des couleurs, sur la densité. Et c'était un mélange en fait entre des techniques contemporaines et des techniques anciennes. Donc on a voulu convoquer pas mal de motifs comme une certaine photogénie des visages ou avec des visages très illuminés,
très éclairés, qui sont très marqués. Et en même temps, on a utilisé des projecteurs plus modernes parce qu'il fallait qu'on tourne plus vite. Et donc avec une technologie plus rapide. Et donc, tout le travail formel s'est fait entre des méthodes anciennes et du matériel récent qui pouvait nous permettre de retravailler le numérique pour qu'il ressemble fortement à une pellicule d'époque et des choses comme ça. Alors, pour terminer, avez-vous des projets déjà en tête, je suppose? Pour l'instant, rien de concret, mais des choses en écriture et j'espère qu'ils vont arriver vite. Alors, bien, Romain de Samblanca, merci beaucoup déjà d'avoir accepté donc, pour cet échange, en plus de ça pour votre premier film, donc La Morsure, que je le rappelle d'ailleurs sortira donc dans les salles le 15 mai prochain. Je crois qu'il y a une distribution qui est prévue à l'étranger. Alors pour l'instant, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu pas mal de festivals. Le film a eu un beau parcours en festival jusqu'à maintenant, et donc il est passé dans pas mal de pays, ouais. Alors, on remercie également donc l'équipe de Cinénacre de Douve la Délivrante qui nous a gentiment donc accueillis dans leur salle. D'ailleurs, pour terminer, comme on se trouve dans cette très belle salle, donc Jacques Tati, j'aimerais savoir voilà, je vous propose maintenant, à la limite, on décide de regarder un film sur grand écran. Qu'est-ce que vous aimeriez regarder maintenant? Il y en aurait plein, mais peut-être si je peux en dire un que j'ai vu plusieurs fois en salle, mais qui me fait toujours beaucoup d'effet quand je vois en salle. C'est un film de Nicolas Rugg qui s'appelle Don't Look Now, Ne vous retournez pas en français, qui est une sorte de giallo, mais un giallo anglais, tourné à Venise, et qui moi, m'effraie beaucoup. Et en même temps, il a ce mélange entre un fantastique assez prononcé et en même temps un film qui donne une grande part à ses personnages et à leurs émotions, et qui est un film aussi assez ramassé et que je trouve très, très beau, et en même temps qui me fait beaucoup d'effets, qui me fait assez peur. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci Romain de Samblanca. Et puis, on se retrouve sur votre page Facebook et on croise les doigts pour votre film. C'est à vous.